Sud Radio, la grande soirée des présidentielles, Philippe David. Et on se retrouve pour la grande soirée des présidentielles, les vraies voix avec des vraies voix. Alors là, il y a vraiment un panel extraordinaire. On a toujours le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir mon cher Philippe. Françoise Degois est là, qui n'est pas souvent d'accord avec Philippe Bilger, mais ça fait du bien, ça s'appelle le débat. Salut. Un invité exceptionnel, André Berkoff. Ça va André? L'icône. Très bien. En forme. Très bien. Pascal Jalabert est avec nous. Et évidemment, Romain Ben David, Lydia Guirouz va nous rejoindre dans quelques instants. Vous savez, c'est un peu comme au hockey sur glace. Ça tourne. Ça sort, ça rentre. C'est un peu comme dans un match de hockey. Vous savez ce que c'est. Bonsoir Romain Ben David de l'IFOP. Bonsoir mon cher Philippe. Alors tiens, faites-nous un rappel des scores à 22h, passé de 3 minutes et de 14 secondes. Alors, sont qualifiés pour le second tour Emmanuel Macron 28,3%, devant Marine Le Pen 23,3%. En troisième position, éliminé de peu, Jean-Luc Mélenchon 21,2%. Après, ça descend beaucoup plus bas. Éric Zemmour 7,2, Yannick Jadot 4,8, Valérie Pécresse 4,8, Jean Lassalle 3,1, Fabien Roussel 2,4, Nicolas Dupont-Aignan 1,9, Anne Hidalgo 1,7, Philippe Poutou 0,7, Nathalie Arthaud 0,6. Et notre premier débat sur la première heure sera: Marine Le Pen peut-elle battre Emmanuel Macron? Vous pouvez voter, le sondage est en ligne depuis quelques minutes. Ça vote beaucoup et vous êtes pour le moment 79% à dire oui. Philippe Bilger, on va faire un débat là. Tout le monde, on va faire un peu comme une mêlée ouverte au rugby. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec les auditeurs de Sud Radio qui sont à 79% à dire que Marine Le Pen peut battre Emmanuel Macron? Moi, je crois que non, et je le dis, je ne suis pas évidemment un partisan de Marine Le Pen, mais j'éprouve, comme j'ai l'impression que les vraies voix permettent de parler encore plus librement qu'avant. J'ai une sorte je viens d'entendre Emmanuel Macron, son discours où il était presque tribunicien. Là, il a mieux réussi son verbe. J'éprouve presque une sorte de désespoir démocratique à l'idée de revoir le 24 avril une équipe, une arrogance, la certitude d'avoir raison, d'être dépositaire du seul humanisme. Je crains fort, je crains Emmanuel Macron, j'en ferait le pari, va l'emporter le 24 avril, peut-être de très peu, mais il va l'emporter, même si le plafond de verre n'est plus ce qu'il est. Il est évident qu'il y a encore une sorte de timidité profonde devant un choix qui représenterait une adhésion vers un extrémisme. Et donc, ça ne me réjouit pas. Françoise Degois, itemis a est, comme on dit en latin, la messe est dite. Pour vous, vous pensez comme 79% des auditeurs de Sud Radio? Je pense que, vous savez, la politique, c'est une question de dynamique. Quand on sort aussi largement en tête d'un premier tour, certes, on n'a pas beaucoup de reports de voix possibles, mais Marine Le Pen n'en a pas autant que ça. Vous avez un trésor qui s'appelle le vote autour de Jean-Luc Mélenchon, 21,1. Ouais. Tout le monde a donné des gages ce soir à Jean-Luc Mélenchon. Ça va être, à mon avis, plus compliqué pour Emmanuel Macron d'expliquer qu'on est pour la retraite à 65 ans, le RSA, et que d'un seul coup, on vient chercher les voix des Insoumis, mais ça va être aussi également compliqué pour Marine Le Pen. Vous savez, il y a une tradition à gauche, et j'écoutais tout à l'heure le porte-parole d'Anne Hidalgo, j'avais un peu de peine pour lui, ne pas reconnaître que Jean-Luc Mélenchon est à gauche et qui fait 21%, quand on en a fait 1,5%, je trouve ça assez nul. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne vois pas, dans la logique des dynamiques habituelles de campagne, comment Emmanuel Macron pourrait ne pas gagner dans 15 jours. Et j'éprouve, comme Philippe Bilger, déjà une lassitude que j'ai déjà commencé à éprouver ce soir dans le discours d'Emmanuel Macron. On retrouve le même prêchi-prêcha sur le progressisme, sur l'espèce de fausse bienveillance, le faux humanisme. On sait très bien que ça va durer 15 jours, qu'on va avoir la danse du ventre des deux d'ailleurs, on va avoir la danse du ventre aussi de Marine Le Pen, et que tout va repartir comme en 14, probablement en pire. Et c'est ça, probablement ce soir, qui est le plus pesant, c'est que, vous savez, la dernière phrase du Guépard, de Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Eh bien, mon sentiment, c'est que ce soir, on a vécu Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et c'est assez déprimant. André Berkoff, vous pensez comme 79% des auditeurs de Sud Radio que Marine Le Pen peut battre Emmanuel Macron dans 15 jours? Je pense de toute façon que rien n'est joué, contrairement à ce qu'on peut dire. Moi, je crois
pas du tout que c'est joué. Parce que je crois, on en a parlé un tout petit peu la précédence avec Patrick et l'équipe et tous ceux qui sont là. Je crois qu'il y a la fracture, encore une fois, française n'a jamais été aussi profonde. Elle est là, et ce n'est pas la victoire, que ce soit d'ailleurs de l'un ou de l'autre, qui va changer quelque chose. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que je crois que quand Françoise dit, je comprends, vous voyez, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont donner des gages à Mélenchon? Ils vont rien donner comme gage du tout. Macron, s'il est réélu, va être persuadé, il a dit voilà, j'ai eu raison, j'ai fait ce que j'ai fait, je vais continuer l'éloge du vide que j'ai pratiqué, et j'en ai rien à faire. En fait, on dit là, bien sûr. Non, c'est ça, c'est comme il dit juste après, non, c'est ce qui est extraordinaire chez Macron, d'ailleurs, ça lui réussit, donc on pas. Il dit écoutez, moi c'est comme ça que ça se passe, si vous n'êtes pas content, j'ai envie de vous emmerder. D'une manière ou d'une autre. Alors, il va emmerder les... Et je veux dire, il se dit, et ça va le conforter, cette histoire, s'il est réélu, il va dire, regardez, vous me disiez, c'est plus possible, le rejet de Macron, personne ne veut plus de Macron. Eh bien, regardez, je suis réélu, très bien. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'encore une fois, les fractures sont là, elles resteront là. Pascal Jalabert, c'est plié ou comme vous qui êtes du Sud-Ouest, comme d'une expression de rugby, la jument n'a pas encore tourné le dos au foin, c'est-à-dire que c'est pas encore joué. Si, c'est Emmanuel Macron est le grand favori. Vous savez, les Français, ils aiment, alors attention, je vais pas dire centriste, ils aiment la centralité lors d'une élection. Comment François Mitterrand a été réélu en 1988 en étant plus central que Jacques Chirac? Comment François Hollande a battu Nicolas Sarkozy avec le ralliement de François Bayrou en étant plus central que Nicolas Sarkozy? Donc là, très clairement, pour battre Emmanuel Macron au second tour, il aurait fallu soit un candidat de gauche compatible avec la social-démocratie et puis le côté Mélenchon, soit vraiment un candidat de droite républicaine très fort, mais ces deux familles politiques ne se sont pas préparées à l'élection, donc aujourd'hui, elles sont sanctionnées par l'électeur. Donc Emmanuel Macron est le grand favori. Moi, ce que j'attends, ce sont quand même l'addition de l'abstention et des votes blancs au second tour. Exact. Parce qu'alors là, ça aura une vraie signification. Un rappel sur les votes blancs. Les votes blancs au second tour en 2017, c'est la première fois en 2017, Romain, je parle sous votre contrôle, que l'abstention est plus forte au second tour qu'au premier. Oui. On passe de 22 à 28. 1969. Et c'est la première fois qu'il y a autant de votes blancs. 1 million de votes blancs au premier tour, 4 millions de votes blancs au second tour. C'est très important. Oui. Ça rejoint ce que dit André. Vous savez, on peut avoir une victoire à la Pyrrhus. On peut penser que seule la victoire est belle, mais en réalité, certaines victoires préparent des défaites encore plus profondes, et la défaite, c'est la défaite des fractures françaises. Une vraie voix est avec nous, elle vient de nous rejoindre. Jean Dorido, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Est-ce que pour vous c'est possible une victoire de Marine Le Pen? Maintenant vous êtes 78,3% à dire oui sur Twitter, et ça vote énormément. Alors, comme dirait l'autre, j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et je crois qu'une victoire de Marine Le Pen est tout à fait possible cette année. Je vais vous faire une confession en ce dimanche des Rameaux. Je ne peux pas écouter la radio dans ma vie. Je regarde aussi la télévision, et j'ai vu notre ami Frédéric Dabi sur TF1 qui a révélé un sondage vraiment au sortir des bureaux de vote, un sondage de second tour. Et alors, ce sondage de second tour, aujourd'hui, donne dans l'ordre Macron-Le Pen au second tour à 51-49. Oui. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a jamais eu ce genre de sondage aussi serré jusqu'à maintenant dans la Ve République. Donc je crois que derrière les chants triomphants des macronistes, il y a un vote de protestation qui est assez colossal, puisqu'on peut, sur la protestation, additionner les votes de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, de Éric Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan et autres. Et ce vote est très important. Et quand on voit la fracture, on peut rappeler quand même que l'échec industriel abyssal de Valérie Pécresse, qui est en dessous des 5%, qui va nous coûter moins d'argent collectivement parce qu'on ne devrait pas lui rembourser ses frais de campagne, on peut rappeler que les députés LR sont quand même plus de 100 à l'Assemblée nationale, et que LR, qui ne représente aujourd'hui plus rien au niveau national, au présidentiel, possède quand même 5, voire même 7 régions sur les 13 régions que compte la France. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui une fracture
qui peut donner d'énormes surprises au second tour, effectivement. Jean Dorido, vous vous êtes confessé en parlant du cardinal de l'IFOP, Frédéric Dabi. On a l'archevêque de l'IFOP, Romain Ben David, avec nous. Vous êtes d'accord avec ce sondage annoncé par notre ami, on le salue d'ailleurs, Frédéric Dabi? Oui, d'autant plus qu'on l'a annoncé nous-mêmes il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. On était sur 51-49, donc je rejoins Frédéric Dabi là-dessus. Juste avec un œil de sondeur, je pense que la campagne est loin d'être jouée parce qu'elle est très différente de celle de 2017 au second tour. On parlait d'élections qui se jouent au centre, mais Marine Le Pen, entre-temps, est aussi devenue beaucoup plus centrale. Elle a énormément gagné en dédiabolisation, d'abord grâce à Éric Zemmour qui a joué le rôle de paratonnerre. Ouais. Et pas en tout ce qui est attaché aux valeurs démocratiques, quand on pensait que le Front National, on lui reprochait beaucoup avant de ne pas respecter les valeurs démocratiques. Elle a aussi beaucoup plus la stature d'une présidente, elle s'est chiracisée, dans le sens où elle est proche des préoccupations des Français, alors qu'Emmanuel Macron apparaît comme plus autoritaire. Et on parle aussi... Et plus lointain. Donc le clivage ne vient pas forcément de là où on le vient, d'où on le voit, et elle a des réserves de voix pour la première fois aussi. C'est-à-dire qu'elle a quand même réussi à faire ce score-là plus élevé qu'en 2017 avec la concurrence frontale d'Éric Zemmour. Donc elle a des réserves de voix, elle en aura probablement aussi chez Jean-Luc Mélenchon, chez Valérie Pécresse, même si ça compte un peu moins. Et sa force aussi, c'est d'avoir très très tôt joué sur le pouvoir d'achat. On en a peu parlé au début de la campagne, c'est revenu après. Et alors qu'en 2017, ça se jouait beaucoup sur la question européenne, le second tour, là on est beaucoup sur la peur du grand déclassement. Françoise Degois. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il va pas falloir qu'on commence 15 jours à nous faire peur avec Marine Le Pen, etc. Parce qu'on connaît bien les stratégies de campagne, c'est pas vous, les sondeurs. La stratégie qui consiste à dire, ouloulou, attention, elle a parfaitement marché. Emmanuel Macron, vendredi, dernier sondage, il est à 21, 22, 23. Et puis il y a la peur, panique. Non, sur l'IFOP, il était à 26,6. Voilà. Mais il y a la peur panique, la peur panique de Marine Le Pen qui s'est installée dans les têtes, etc. On va pas recommencer ce cinéma. Moi, là où je souhaite que la campagne soit différente, c'est qu'on va pas avoir l'évangile tous les jours sur la morale. Faut voter Macron contre le diable Le Pen. Ceux-là même qui ont passé des mois et des mois à diffuser sans barguigner des meetings d'Éric Zemmour vont venir nous expliquer que Marine Le Pen, c'est très grave. Donc, je veux dire par là, pourquoi je lève la voix un peu ce soir, parce que ce type de sondage, c'est typiquement le genre de truc qui va faire que Macron va écarter à 60-40. Il faut laisser cette campagne se dérouler dans la plus grande sérénité. Il faut absolument s'interdire, même nous-mêmes, les prêchis-prêchins, moralistes. Comment vous ne votez pas Macron? Ben non. Eh ben, on a le droit de dire qu'on vote pas Macron. Donc, il faut s'interdire ça parce qu'on est déjà dans un état déglingué, moi je trouve. Et voilà, j'ai pas envie qu'on finisse déglingué encore plus. Philippe veut réagir. Mais je rejoins Françoise, la suppression que je pensais plus nette du Front républicain laissait espérer qu'on remplacerait l'indignation morale confortable par l'analyse politique des vices du système de Marine Le Pen. Et je crains fort que, comme le vient de le dire Françoise, entre les deux tours, on revienne au bon vieux mantra classique, c'est-à-dire on ne peut pas faire advenir à la tête de la France quelqu'un qui est moralement disqualifié sans prendre la peine d'expliquer pourquoi, comme on le prétend, elle ne serait pas républicaine, pourquoi elle serait pire qu'Emmanuel Macron, ou au moins qu'on explique pourquoi on refuse un véritable débat républicain. Sans parler de Poutine, voilà. Vous allez voir, à partir de demain, ça va y aller alors sur Poutine. Bien sûr, ça a commencé. Voilà. Et voilà un président qui récemment, pour la défendre, en Guadeloupe, disait « Je récuse ses idées, mais je le fais avec respect ». Quand on voit l'interview qu'il a donnée dans Le Parisien, c'est hallucinant. Je vois bien l'opposition, mais je vois plus le respect. André Berkoff. Alors, moi, je regrette que... ah oui, M. Ben David est là. Moi, je crois qu'il y a un vrai problème, franchement, mais ça, c'est une opinion très personnelle. Il y a un vrai problème avec les sondages. Pour moi, il y a un vrai problème. Cette histoire qui sort maintenant, 51, 49, etc. Alors, il y a un sondage concurrent qui dit 54-46 sur une autre chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Moi, je ne mets pas en question les sondages. Je mets en question le rôle et la place des sondages qu'ils jouent. Moi, que les sondages soient faits pour les politiques, pour qu'ils s'en servent, etc. Oui. Mais très sincèrement, j'estime que les sondages sont un instrument de manipulation totale. Pourquoi ?
Mais je vais le dire quand même. Pourquoi? Pour que je reste ça très simple. Quand je vois tous les jours des rollings du matin au soir et du soir au matin, et partout, en disant voilà, si vous voulez, il y a tel qui est en tête, tel qui est en dessous, etc. Ça enlève quoi? Quand tu dis, c'est pas qu'il se trompe ou il se trompe pas, c'est pas le problème. C'est on amène le vote utile. Le vote utile est une catastrophe, est une métastase cancérigène de la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire le vote utile? Moi, citoyen, je vote pour qui j'ai envie de voter, parce que cette personne est proche de moi. Et ça, si tu veux, le sondage est quelque chose qui est franchement extrêmement grave. Pour la démocratie. Ça mutile, si tu veux, c'est castrateur, ça mutile la pensée, et ça décourage. Ça montre que les Français s'intéressent à la... Oui, ça montre que les Français s'intéressent à la politique, parce qu'en effet, ils suivent ces sondages, et oui, sur cette élection en tout cas, on peut attribuer un vote utile au sondage très clairement. Et rappelons-nous de 2002, où Chirac-Jospin était tellement annoncé que justement, il n'y a pas eu d'effet vote utile. Puisque beaucoup d'électeurs de gauche notamment s'étaient dit, bon ben on peut se lâcher, aller voter Facteur, aller voter Taubira, etc. Mais c'est pour ça que c'est grave. Donc il y a en effet un rôle d'influence. Mais quand même, les Français sont matures, donc ils choisissent. Je suis pas d'accord. Si. Tu sais qu'en Italie, vous savez juste, en Les Italie, sondages sont interdits 2 semaines avant. 15 jours oui, 15 jours. Alors, 15 ça, jours oui. avant. Ça, c'est la génial. question mérite d'être C'est-à-dire posée. que On ne doit pas exister. on fait un 15 jours ou un mois avant. On fait un il silence ne doit plus avoir électoral de en sondage. Italie, 15 jours avant, je vous dis. On donnera la parole à Romain Ben David pour s'expliquer, C'est très évidemment. simple. Lydia Guirousse Oui, et rien après contre Jean lui. Dorido. Non, mais je pense que les sondages. Non, faut allumer le micro. Ah, c'est bon, il est allumé. Il est allumé. Bon, le micro Non, mais est il était allumé. éteint. Non, mais les sondages, voilà, font partie du jeu. Les candidats le savent très bien. C'est aussi à eux de se démerder, pardonnez-moi, hein, avec cette donne-là, avec cet environnement-là. C'est trop facile de dire les sondages, ça va pas quand on n'est pas content des sondages. Le vote, il y a beaucoup de candidats, c'est ce qu'ils disent. Et le vote utile, c'est aussi parce qu'il y a un réflexe avec des Français qui se disent bon, j'aurais pu me faire plaisir avec tel vote, mais finalement, c'est peut-être un peu dangereux. Et c'est vrai que ça joue à plein, le vote utile. Ils se sont dit, là, on a la possibilité peut-être d'avoir quelqu'un de gauche au second tour. D'autres se sont dit, peut-être qu'on va pas aller du côté de Zemmour et on va directement voter Marine Le Pen, parce qu'on a la possibilité d'avoir Marine Le Pen très haut pour ce second tour et d'avoir une dynamique. Les sondages, ils sont là et tous les candidats doivent jouer doivent pouvoir utiliser cet environnement. C'est pas une nouveauté. Jean Dorido, est-ce que vous êtes d'accord avec André Berkoff et nos amis des vraies voix? On donnera la parole à Romain Ben David, évidemment, parce que la parole est toujours à la défense aussi. Hein. Et c'est pas un procès. Écoutez, vous savez que j'aime beaucoup les mathématiques et les modèles. Voilà, je fais de la psychologie, même si c'est une science humaine, c'est une science qui s'attache à l'expérimental et au calcul et aux statistiques. Et jusqu'à maintenant, les savants qui ont tenté de démontrer l'influence qu'auraient les sondages sur les votes, eh bien, n'ont pas réussi à faire cette démonstration. C'est-à-dire qu'il y a des influences, l'effet bandwagon, hein, les gens ont tendance à voter pour le premier des sondages, l'effet underdog, les gens ont tendance à voter pour l'outsider, et puis tous les autres effets observés se compensent finalement les uns les autres, et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, d'un point de vue, je dirais, scientifique, mathématique, on ne peut pas dire que les sondages influencent les votes des électeurs. Et puis, par ailleurs, en tant que citoyen, je trouve qu'au contraire, on peut tirer notre chapeau aux sondeurs. On nous a promis ce second tour Macron-Le Pen depuis 5 ans. C'est un fait qu'on se retrouve aujourd'hui au 10 avril 2022 avec un second tour Macron-Le Pen. L'abstention qui était prévue, ma foi, se confirme. Et je trouve que, en conscience et en responsabilité, comme on dit, c'est intéressant de se faire une idée des possibilités de vote, notamment pour mobiliser un maximum d'électeurs. On ne peut que regretter toute sensibilité politique confondue, le nombre inouï de personnes qui ne sont pas allées voter aujourd'hui, et on ne peut qu'espérer, quel que soit le résultat sur lequel ça débouchera, qu'un maximum de citoyens électeurs se déplacent dans 15 jours, le 24 avril, pour choisir la personne qui sera en charge de la plus haute fonction de l'État.
Romain Ben David, alors je vais prendre votre défense, vous permettez. Parce que au régional, les sondeurs s'étaient plantés. Là, comme le disait Jean Dorido, vous vous êtes pas planté. La finale est bien celle qu'on attendait. Non, si, vous êtes très en dessous. Mais on en accepte. De toute façon, on écoute Romain. On en accepte l'augure. Déjà, premier constat, on est moins critiqué aujourd'hui effectivement sur le fait de s'être trompé que sur le fait qu'on influence l'opinion, qui est quand même un débat beaucoup plus loin. On peut revenir à Bourdieu, on peut revenir à beaucoup de choses. Que les sondages influencent l'opinion, c'est indéniable. Comme la presse ou les médias influencent l'opinion, comme votre entourage, on est dans une démocratie, il y a des influenceurs d'opinion. Allez peut-être vivre dans un pays où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de sondage, on verra si les personnes se sentent mieux ou moins bien informées. Après, sur la question du vote utile, je suis pas certain que ce soit la cascade de sondages qui ait fait jouer le vote utile. On est plutôt sur une société, comme vous l'avez dit, qui est tellement fracturée que vous avez des candidats qui sont certes adulés par leur camp, mais qui sont haïs ou détestés beaucoup plus qu'avant par une autre partie. Et le réflexe aujourd'hui, c'est pas tellement de voir son candidat préféré qui est qualifié, mais de surtout le fameux tout sauf, que ce soit Le Pen, Macron ou Zemmour, de ne pas voir l'autre qualifié. Et c'est ça qui joue beaucoup, nous, ce qu'on a vu aussi dans nos enquêtes qualitatives, dans le réflexe du vote utile. On oublie effectivement la personne qu'on adore, on n'est plus dans une fan zone. En revanche, on veut absolument éviter quelqu'un. Et ça, qu'il y ait de sondage ou pas avant, le vote utile est un phénomène qui est structurel. Philippe Bilger veut réagir. Non, il veut réagir. Non, il trouve que c'est très juste entendu qu'a faire dit un Romain. truc dans mon casque, donc je pensais que vous vouliez réagir. Oui, mais pardonnez-moi, je respire même en écoutant. Il a le droit de respirer. Voilà. En tout cas, le 51-49 ce soir est intéressant parce que je pense que là, on va avoir une campagne. Enfin, ce débat va peut-être avoir lieu. C'est assez intéressant de voir, si on peut reprendre les discours de ce soir de Marine Le Pen, à quel point elle a saupoudré pour tout le monde. Il y avait le référendum d'initiative citoyenne pour les Gilets jaunes, surtout à Jean-Luc Mélenchon, puisque ce soir, vous savez, il y a le trésor des 21%, il faut aller le chercher. Donc, il y avait tout dedans. Il y avait les Chiraciens, il y avait, donc elle était absolument étale. Ce soir, Emmanuel Macron était avec nous, le rassemblement, exactement, le progrès, etc. Cette campagne va être assez passionnante. Je le redis maintenant, faisons de la politique. J'entends le 51-49 que nous donne notre ami Romain, et je crois qu'il est exact, en tout cas à l'heure où nous parlons. Maintenant, ça va être passionnant de voir ces deux candidats, comment Emmanuel Macron va arriver, je vous le redis, à penduler de la retraite à 65 ans et du RSA à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais comment Marine Le Pen, avec ses propos sur l'immigration, va pouvoir penduler elle aussi vers l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. C'est un vrai combat. Juste un mot. Moi, je crois, parce que après, je vous laisserai à vos occupations. Ah non. J'adore, toi, comme si tu faisais pas comme nous. Ah non, il est dingue, celui-là. Surtout pas. Star. La star. Juste un mot. Moi, je crois que vraiment, ça va pas se passer, Françoise, mais sur le fond, tu as raison. Et je voulais aussi dire un mot. Le problème, c'est pas que les sondages sont faux ou pas. C'est que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui va jouer ici? C'est qu'il y a une majorité de gens qui disent, dans ces moments difficiles, c'est-à-dire l'Ukraine, le Covid et compagnie, on a un capital. Bon, il n'est peut-être pas fabuleux, mais il est là, il tient le gouvernail, et ça rassure. Non mais c'est ça, le fond du truc, le fond de commerce de Macron, le fond de la posture tutélaire. Oh, il est là, oui, vous allez dire, mais les autres, je ne les connais pas. Je ne sais pas s'ils pourront tenir le gouvernail et le cap comme lui le tient, donc c'est ça. Et si tu veux, le rejet des autres n'est pas du tout le... C'est-à-dire que Marine Le Pen... un rejet idéologique, c'est ce que tu dis. Voilà. Non, mais le président de la République va passer pour la valeur refuge à un moment où les Français ont besoin de protection, que ce soit avec la Covid, la situation internationale ou économique. Ils vont aller vers Emmanuel Macron. Puisqu'il y a le danger aussi d'extrême droite. Attention, on n'a pas les raisons du vote. Justement, on n'a pas la sociologie du vote. Sans doute l'IFOP nous la donnera. Mais j'ai commencé à regarder le vote dans les territoires. Et Marine Le Pen fait des scores hauts comme elle les avait fait en 2017 aux mêmes endroits. Le Nord, le Nord, l'Est, voilà, une certaine ruralité, la Haute-Marne, et elle est la bordure méditerranéenne, elle est plus faible en Bretagne et en Suède. Ça n'a pas changé. Autrement dit, ce sont les mêmes électeurs qui ont été pour elle. Et Éric Zemmour, ses votes sont
dans les endroits où François Fillon était fort. Donc l'électorat qui s'est porté sur Éric Zemmour, il n'a rien pris à Marine Le Pen, il a pris de l'électorat à François Fillon. Et la différence... Et aux Républicains. Oui, de l'électorat de François Fillon, qui est à Valérie Pécresse. Et donc, la réserve Fillon qu'avait Macron, parce que quand même François Fillon et tous les ténors à l'époque de LR avaient appelé à voter Emmanuel Macron. Cette fois, ces 7% de Zemmour, ils ne sont plus dans la réserve Macron. Voilà, c'est quand même une différence. Oui, mais attention, parce que l'électeur qui vote Zemmour et qui vient du fillonisme n'est pas forcément prêt à aller voter Marine Le Pen. Le nom Le Pen est sulfureux. Éric Zemmour, ça reste quand même un éditorialiste du Figaro Magazine, donc à peu près acceptable. Jean Dorido qui va nous donner le mot de la fin pour cette première demi-heure avant qu'on reçoive une autre vraie voix, Céline Pina. Jean Dorido. Eh bien, écoutez, le mot de la fin, c'est que quand même, on a vraiment un paysage politique qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître durant, je dirais, l'essentiel de la Ve République. On avait quand même, quand on additionnait les voix au premier tour du Parti socialiste et des LR, on avait en 2007 56%, souvenez-vous, Sarkozy Royal. En 2012, encore 56% Sarkozy-Hollande. Et puis en 2017, on a Emmanuel Macron qui arrive pour disrupter tout ça. Ça donne Macron-Le Pen au second tour. Et là, aujourd'hui, quand on additionne le score de ces deux partis majeurs de la Ve République, à savoir LR et Parti Socialiste, on arrive à même pas 7%, c'est-à-dire moins que ce nouvel arrivant, Éric Zemmour, qui était, comme l'a rappelé Lydia Guirous, éditorialiste au Figaro il n'y a pas si longtemps. Donc on a vraiment aujourd'hui ce fameux ancien monde qui est définitivement mort, qui garde encore les manettes parce qu'ils ont encore beaucoup de postes en France, notamment dans la France des territoires, comme on dit de façon sinistre depuis quelque temps. Et qu'est-ce que ça nous promet pour l'avenir? Bon, bah ça, c'est effectivement très, très intéressant et seul l'avenir précisément le dira. Il est 22h29 sur Sud Radio. Vous nous laissez, André Berkoff? Vous allez nous manquer, mais même quand vous êtes là, vous nous manquez, comme vous êtes connu. Non, mais même quand vous n'êtes pas là, vous êtes là. Merci André. Vous restez avec nous, Lydia. C'est une phrase magnifique d'un très beau roman de Isaac Bashevis-Singer qui dit à sa femme, il est très amoureux, ils sont en train de déjeuner, il lui dit tu me manques. C'est beau. C'est beau. André, tu nous manques déjà. Eh bien écoutez, je vais vous dire, vous êtes dans de très bonnes mains et encore de meilleures voix. Des vraies voix. Merci beaucoup Jean Dorido, qu'on va retrouver évidemment dans les vraies voix. Tout de suite, ça va être un peu en remplacement, comme en sport collectif. Ça va être Céline Pina. On se retrouve dans quelques secondes. Sud Radio, la grande soirée des présidentielles. Philippe David. Les jours sensations Zalando. Regarde, ma commande Zalando vient d'arriver. Oh, toi t'as bien profité des jours sensations. Avec des réductions jusqu'à moins 50%, difficile de résister. Sur Zalando, jusqu'à ce soir minuit, bénéficiez de remises jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles mode. Et profitez du service Essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr. Sud Radio, la grande soirée des présidentielles. Philippe David. C'est notre premier débat jusqu'à 23h. Vous pouvez voter sur Twitter et ça vote énormément. Marine Le Pen peut-elle battre Emmanuel Macron? Vous êtes 78,8% à dire oui. Alors ce soir, c'est vraiment la Dream Team des vraies voix. Même quelqu'un qu'on n'a jamais eu dans les vraies voix, mais qui vient régulièrement chez Valérie Expert, Pascal Jalabert. Et une des vraies voix vient de nous rejoindre après Jean Dorido. Bonsoir Céline Pina. Bonsoir, comment allez-vous cher Philippe? Oh ben ça va, vous avez la voix un peu prise, mais c'est la forme quand même pour vous? Oui, ça va. J'ai fini par zigouiller mon Covid. C'est parfait. Eh ben, vous avez bien fait. Il y a une chose dont on va parler maintenant, évidemment, ce sont les reports de voix. On va écouter 3 des premiers appels. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Yannick Jadot. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen. Je les ai abordés pendant cette campagne.
Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Que personne ne minimise la menace fondamentale que constitue l'extrême droite pour la démocratie, la paix civile, l'écologie et pour les valeurs de notre République. Mais je veux le dire au président de la République sortant, Emmanuel Macron. Notre vote ne vaut pas caution pour sa responsabilité dans la fracturation du pays à force d'inaction climatique, de déni social, de conformisme et de mépris démocratique. Philippe Bilger, vendredi dernier, le grand débat des vraies voix, ça ne s'invente pas, c'était « Suivez-vous les consignes de vote des candidats ?» Et je regarde le score, 91,2% des internautes, des auditeurs de Sud Radio disaient non. Est-ce que vous pensez que ces appels à voter pour Emmanuel Macron, pour Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon... Enfin, Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron, il appelait à ne pas voter pour Marine Le Pen. Ou d'Éric Zemmour qui appelle à voter pour Marine Le Pen. Est-ce que ça peut jouer pour vous ? Non, je ne crois pas, pour une raison simple, c'est que de la part de la gauche et de l'extrême gauche, dans la mesure où il y a naturellement sur tous les plans un gouffre entre ces forces politiques et le Rassemblement national, ça n'étonne pas cette volonté de ne pas apporter une seule voix à Marine Le Pen. Je serais plus réservé en ce qui me concerne, mais en tant que citoyen, sur la consigne, sur le sentiment personnel de Valérie Pécresse, dont je pense qu'elle aurait pu, comment dirais-je, résoudre une synthèse. Lorsqu'on vitupère tout au long d'une campagne l'inspirateur d'une politique qu'on estime néfaste pour la France, eh bien, on n'appelle pas à voter pour lui. On essaye de trouver une solution qui soit conciliable entre l'honnêteté, la sincérité, et le nini aurait été concevable. Françoise Degois, vous êtes une adepte du nini, vous ? Je suis une adepte du nini. Oui, je suis une adepte absolument de la méthode Mélenchon. D'abord, il m'a fait beaucoup rire ce soir. J'ai trouvé de très très haut niveau Jean-Luc Mélenchon. Ça faisait un peu disque rayé à la troisième fois. Mais parce que il a dit la même chose exactement en 2017. Mais personne n'a voulu entendre. Donc il le redit. Il était bon, voilà. Il a fait un discours de très haut niveau. Et j'aime cette idée de pas une seule voix pour Marine Le Pen. Je pense qu'il a été absolument clair. Il n'est pas dans le nini de cette manière. Et c'est pour ça que je ne suis pas moi pour le nini. À un moment donné, non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Soit on fait liberté de vote complètement, soit, vous voyez, il y a plusieurs manières de dire les choses. Il les a bien dites ce soir, mais donc je ne suis pas pour le nini, mais je rejoins Philippe Bilger. Je trouve ça complètement dingue que Valérie Pécresse ait manié les concepts les plus à l'extrême droite, honnêtement, dans sa campagne. Elle a manié, elle a même utilisé le grand rassemblement. Non, le grand remplacement. Le grand remplacement, évidemment. Qui a refusé Marine Le Pen. Non, mais vous vous rendez compte qu'elle elle a même doublé, je veux dire, Marine Le Pen sur son extrême droite, et elle appelle à voter Macron. C'est assez inconsistant. J'ai trouvé Valérie Pécresse inconsistante. J'ai trouvé qu'elle s'est perdue tout au long de cette campagne en faisant toujours les mauvais choix. Évidemment, Valérie Pécresse, qui se disait l'héritière de Jacques Chirac, l'entendre dire grand remplacement pour ensuite le lendemain dire non, je n'ai pas tout à fait dit ça, je l'ai dit pour le dénoncer. Enfin, c'était extrêmement ambigu et on ne pouvait pas y comprendre. Et le prononcer ce concept qui vient de la droite la plus rance et complotiste, qui est une négation d'ailleurs de tout ce qu'est la France et la République, a été une erreur majeure qui l'a décrédibilisée. De la même manière, cette consigne de vote qu'elle donne aujourd'hui et que je salue, elle a fait un très bon discours, sans doute le meilleur de toute sa campagne, avec beaucoup de dignité. Elle donne une consigne de vote, mais
vendredi, elle a fait une interview dans laquelle elle a indiqué qu'elle dirait pour qui elle votait, mais qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote. Encore une fois, elle se contredit. Donc moi j'ai eu du mal tout au long de la campagne à comprendre quelle était la ligne directrice de Valérie Pécresse. J'ai eu l'impression qu'elle n'a jamais vraiment fait preuve d'émancipation et qu'elle a toujours été tiraillée et presque emprisonnée par un parti et des mouvements de partis qui ne l'ont pas permis de véritablement s'épanouir. Elle n'a pas fait preuve d'audace à aucun moment et c'est dommage pour la cause des femmes en politique. Alors je vais faire un parallèle avec Yannick Jadot. En plus, ils font quasiment le même score. Je crois qu'ils se disputent. 4 et quelques. Ouais, 4 et quelques, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont gagné une primaire, sauf que on n'a pas parlé du gagnant. C'est-à-dire que la vedette de la primaire de la droite, c'était Éric Ciotti. Donc du coup, Valérie Pécresse a repris les mots d'Éric Ciotti. Et la vedette de la primaire écologiste... Bien dans le micro. C'était Sandrine Rousseau qui est allée parler d'écoféminisme, de délit, de wokisme, etc. Au lieu de parler du défi climatique qui est quand même devant nous. Je rappelle que le GIEC a quand même dit il y a 3 jours. Alors après, sur le second tour, il faut quand même être réaliste. Il y a d'un côté une candidate d'extrême droite et un candidat qui ne l'est pas. Partant de là, chacun prend ses responsabilités. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, Françoise, a raison. Il a fait un discours de haut vol comme il sait faire. En revanche, il n'a pas encore dit ce qu'il allait faire puisqu'il consulte les fameux 310 000 de membres de l'Union populaire et on verra bien ce qu'il en sort. C'est-à-dire que pas une seule voix pour Marine Le Pen, c'est quand même une indication très claire pour l'ensemble des personnes qui vont accorder leur confiance. Mais il faut que chaque Français sache qu'il a le choix entre quelqu'un qui est d'extrême droite et quelqu'un qui ne l'est pas. Philippe Bilger, vous ai-je fait réagir à ce sujet ou pas ? À sujet de Mélenchon ? Oui, des 3 appels à voter pour. Je vous ai fait réagir ou pas ? J'ai un trou de mémoire. Oui, vous m'avez fait réagir. Céline Pina, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne m'oubliez pas par Zoom, vous, mon cher Philippe. Céline Pina, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que les gens suivent les appels de leur leader, de la personne pour qui ils ont voté ou pas ? Non, pas forcément, d'autant qu'aujourd'hui, en fait, le vote utile a marché en plein. Et un vote utile, ça n'est jamais un vote d'adhésion, c'est un vote par défaut, c'est un vote qu'on fait en triant, parfois en se bouchant le nez. Donc, je crains que beaucoup ne soient pas très... possesseurs des voix qui se sont portées sur eux. Certes, en fait, le seul qui a été vraiment extrêmement clair à gauche, ça a été Yannick Jadot, parce que finalement, ce que dit Jean-Luc Mélenchon peut laisser entendre que finalement, le vote blanc est possible. Pas une voix à Marine Le Pen, ça ne veut pas forcément dire que vous allez mettre le bulletin. Il l'assume, Donc, Céline, il l'assume. à un moment donné, soit vous pensez que vous avez en face, parce qu'il y a un discours extrêmement violent sur Marine Le Pen expliquant cette dame est fasciste, cette dame est raciste, etc., etc. Soit vous le pensez vraiment, et à ce moment-là, je trouve qu'il est un petit peu flou, soit effectivement Marine Le Pen représente une droite dure, mais n'est pas une droite raciste ou fasciste, ce que je pense, et auquel cas, effectivement, finalement, le vote blanc peut tout à fait s'expliquer. Donc il y a encore une ambiguïté chez Jean-Luc Mélenchon qui n'existe pas chez Yannick Jadot. Quant à la grande surprise, c'est quand même ce qui se passe chez LR, cet affondrement total. À moins de 5%, oui. À moins de 5%, je crois que personne n'attendait cela. D'ailleurs, sur le rolling d'IFOP, je vous coupe, je vous redonne la parole, c'était 9,5% vendredi dernier, je crois. Oui, s'il y a bien une estimation où c'est planté, c'est celle-là. Voilà. Oui. Et c'est une vraie surprise. Et c'est aussi un problème parce que ça veut dire que quelque part, Emmanuel Macron a déjà siphonné quasiment tout ce qui était disponible chez LR. Exactement. Romain Ben-David, les reports de voix, les Français, c'est... Vous avez voté pour quelqu'un, il est battu, vous dit allez voter, vous dites oui mon colonel, oui mon général et vous y allez, ou c'est pas si simple que ça ? C'est de moins en moins le cas parce qu'on a une telle volatilité de l'électorat où un peu comme dans un supermarché, on va choisir ses marques un peu au dernier moment, il n'y a plus vraiment de fidélité. Et il y a un deuxième point qu'on oublie un petit peu, c'est que l'abstention est quand même très forte. Elle est peut-être un peu moins décevante que prévu, mais elle finit à 26,5%. Donc il y a 26,5% d'électeurs potentiels à convaincre, qui vont sans doute plus jouer que celui du report de voix. Et notamment chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, pour le second tour,
à peu près la moitié d'entre eux aujourd'hui s'abstiendraient et n'iraient pas voter ni pour l'un ni pour l'autre des candidats. C'est ça le plus important, c'est les 44% d'abstention, parce qu'on est encore, ça va se jouer dans cet électorat-là. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec Céline Pellin. Je pense qu'il va très très loin. Il va pas. Comment voulez-vous que Jean-Luc Mélenchon, qui considère que Emmanuel Macron va faire cracher du sang aux Français depuis 5 ans et a fait une campagne au vitriol sur Emmanuel Macron et qui a séduit beaucoup de gens d'ailleurs. C'est pas simplement un vote que tactique. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ce qu'il disait. Eh bien, comment voulez-vous que Jean-Luc Mélenchon dise votons non, pas une voix pour Marine Le Pen. Je trouve qu'il a jamais été aussi clair que cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis d'accord avec Romain. Quand on est sur moi, je me réjouissais et je me réjouis toujours que ça soit pas moins grave que prévu. Mais la réalité, c'est que nous sommes rentrés dans un temps où, de façon incroyable, le deuxième tour de la présidentielle, on voit plus d'abstention qu'au premier. Ça a été le cas en 2017 et évidemment cette année ça va être le cas. Et des électeurs qui ne veulent pas choisir, et je le dis clairement, qui seront en vacances pour toute la France. Pour 3 semaines et qui ne veulent en plus pas choisir entre la peste et le choléra, qui considèrent que à ce moment-là, ça n'est plus leur histoire. Et là, vous allez voir cette idée de c'est plus mon histoire, c'est pas mon histoire, et vous me ferez pas flipper avec la méchante Marine Le Pen, alors que je le redis, vous avez passé des mois et des mois à diffuser Éric Zemmour en meeting qui dit des choses qui font passer Marine Le Pen pour une prix Nobel de la paix. Eh bien, moi, je pense que les Français sont pas des idiots et que ils sont très matures et que vous allez avoir des gens qui vont expliquer c'est pas notre histoire. C'est même pas une question de peste ou choléra, on s'en fout. Romain Ben David et Philippe Bilger. Ce qui est sûr aux yeux des Français, c'est que si, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais que le qualifier Marine Le Pen d'extrême droite, ça marche plus tellement aujourd'hui. Voilà. Non, mais elle est quand même. On peut plus dire ça quand on a une personne qui est pour une majorité de Français proche des Français, qui respecte les valeurs de la démocratie, alors que l'autre, Emmanuel Macron, est perçu comme plus autoritaire. Enfin, c'est pas moi qui le pense, c'est vraiment ce que donnent les enquêtes. Et à l'inverse de 2017, l'image de front républicain contre l'extrême droite apparaît aujourd'hui complètement démodée. Justement, je voulais poser la question. Philippe Bilger, le front républicain, ça veut encore dire quelque chose ou c'est comme Capri, c'est fini? Je pense que c'est fini parce que naturellement le citoyen aujourd'hui, où qu'il soit, ne souhaite plus se voir embrigadé dans une conviction partisane qu'on lui impose. Mais si vous le permettez, Philippe, j'aurais voulu poser une question à Romain. Romain, est-ce que au fond, la banalisation de Marine Le Pen, qui a été en partie opérée grâce à l'extrémisme d'Éric Zemmour, peut changer le point de vue de gens qui auparavant lui étaient naturellement hostiles? Romain Ben David. Alors, je ne pense pas que ça fera voter les gens qui étaient hostiles à Marine Le Pen pour elle. En revanche, ça peut les faire s'abstenir en disant que finalement, entre quelqu'un qui est perçu comme autoritaire et qui ne respecte pas une partie de la population française et une personne qui a gagné, disons, en rondeur, qui s'est un peu chiracisée dans ses attitudes, ça peut faire beaucoup plus hésiter. Céline Pina veut réagir. Oui, je disais qu'il y avait malgré tout, on est quand même, quand on regarde les 3 premiers qui sont arrivés en tête de cette élection, on a quelqu'un qui aimerait construire un parti unique, ce qui n'est jamais très bon pour la démocratie, c'est Macron. Et de l'autre côté, on a 2 extrêmes, extrême gauche et extrême droite, sans que ça pose énormément de problèmes, parce que les discours sont extrêmement radicaux et l'orientation derrière tout le talent de Jean-Luc Mélenchon, il y a la réalité d'un parti qui, lui, tient quand même des discours extrêmement gênants également. Donc vous avez cette espèce d'énorme centre et puis ces extrêmes qui deviennent en fait les refuges du vote populaire, qui commencent à être vraiment problématiques pour l'avenir de la démocratie. Et le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de barrières, on l'a simplement dans les projections de vote du second tour. C'est pas rien qu'on puisse être assez sans que ça pose d'énormes problèmes sur du 48-52 ou 51-49, disait Romain Ben David. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est... Alors, juste être très prudent sur les sondages de second tour. Voilà, on l'a donné ce soir à 51-49. C'est vraiment une autre campagne
qui commence. Oui, il y a bien des sûr. abstentionnistes à séduire. Il y a un débat. Et puis il va y avoir quelque chose Oui, qui mais va avant, il y avait même sur juste après le premier tour, on n'avait pas des sondages avec des écarts aussi réduits. Ça dit quand même quelque chose de ce qui est en train de se passer dans la société française. En tout cas, je voulais juste dire un chiffre, parce qu'il y a Romain, mais il y a d'autres des estimations qui circulent, de projections, je vous le dis, parce que qu'on ne soit pas surpris demain matin éventuellement. Il y a Emmanuel Macron qui est sous la barre des 28, parce que vous allez affiner évidemment aussi l'IFOP. Il y a Marine Le Pen qui est à 23 et Jean-Luc Mélenchon à 22,2 là ce soir, à l'heure où on parle. Donc attention. Ça dépend un peu des 22,2. Nous on le donne à 21,2. Effectivement là, c'est assez étroit. Il est quand même derrière Marine Le Pen. Quoi qu'il advienne, il est derrière Marine Le Pen. Il peut passer devant. Non, c'est plus rattrapable. Quoi que je sais pas, hein, on est à un point, je sais pas. Un point, c'est 400 000 voix. Ouais. Oui, c'est ça, un point, c'est 400 000 voix. Pascal Jalabert. Alors, moi, je vais faire référence à un autre sondage, je crois que c'était il y a quelques jours, où 480 000 voix. 75% des personnes interrogées disaient qu'elles ne voulaient pas du duel Macron-Le Pen, sauf qu'elles l'ont, et qu'un Français sur deux, finalement, a porté ce duel au second tour. Donc, en effet, je le redis, il faudra comptabiliser les bulletins blancs, les abstentions. Si l'abstention est très supérieure aux 25% qu'on a eu aujourd'hui, ça aura une forte signification. Si on rebat le record de bulletins blancs d'il y a 5 ans... 4 millions au second tour. 4 millions. Voilà. Ouais. Ça aura aussi une forte signification. Donc, alors bon, moi je ne suis pas stratège de la gauche, mais si j'étais la gauche, je dirais, écoutez, ok, on s'est loupé, Mélenchon a fait une super campagne, il a porté quelque chose. Nous, on a de bons élus locaux. On se met ensemble et on fait les législatives. Voilà. On prépare les législatives. Et là, il y a un coup à jouer. Pour la droite, ça va être un peu plus compliqué parce que ça va tellement tirailler en interne que déjà, moi, je suis moi, je ne vois pas Laurent Wauquiez dire comme Valérie Pécresse, je vote Emmanuel Éric Macron. Ciotti a déjà dit qu'il ne voterait pas Emmanuel Macron, d'autres qui voteront blanc. Et puis, le grand western des jours à venir, ça va être règlement de compte à Hockey-Vaux-Girard, a priori. Ce qu'il en reste. Et le rôle de Sarkozy, hein. Le rôle dévastateur de Sarkozy. Sarkozy n'a trahi personne. Il n'a pas considéré que la campagne était bonne. Il ne s'est pas exprimé. Ne défendez pas Nicolas Sarkozy. Non, mais je le défends parce que c'est trop facile. Celle qui a mené sa campagne, c'est Valérie Pécresse. Celle qui devait diriger sa campagne et faire les bons choix stratégiques, c'était Valérie Pécresse. Il ne faut pas considérer le candidat n'était pas Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy, il n'a pas trahi sa famille politique, ni ses convictions. Peut-être a-t-il considéré qu'elle n'était pas à la hauteur. Christian Jacob porte une lourde responsabilité aussi. Enfin, si Valérie Pécresse avait été à 22, à 15 jours avant... Le réflexe pavlovien de dire c'est toujours Nicolas Sarkozy, un peu trop facile. Romain Ben David veut réagir. Il n'a pas été assez flatté. Non, il n'a pas été correct du tout. Même François Hollande s'est engagé. Vous savez, en 2015, elle n'a pas voulu non plus de Nicolas Sarkozy pour sa campagne. Peut-être. Donc c'est gna-gna-gna-naner. C'est pas c'est le nouveau. Bonjour. Mais c'est nouveau. Mais je sais, Lydia, vous les connaissez. Je voudrais vous poser une question à toutes et tous. Ignorer qui était le candidat. Quelque part, quand on écoute les sondages, alors je mets 3000 bémols, Romain Ben David. 51, 49, 52, 48, peu importe. Est-ce qu'on pourra expliquer si Marine Le Pen fait 48 ou 49%, qu'elle ait 10 députés à l'Assemblée nationale, vu le mode de scrutin, Philippe Bilger? On aura mais moi je vais toujours considérer, mais c'est pas très original, que la proportionnelle serait l'un des moyens pour pacifier un peu la France. Parce qu'il n'est pas normal que le paysage parlementaire soit tellement désaccordé avec le pays réel. C'est une évidence. Alors on m'oppose à chaque fois le fait que la France deviendrait ingouvernable. Mais il y a 1000 manières de créer une proportionnelle qui rendrait l'équité démocratique possible, tout en permettant au pays d'être gouverné. Ça me semble évident. Françoise Degois. Absolument d'accord. Vous êtes d'accord avec Philippe Bilger? Oui, bien sûr, proportionnel, intégral ou pas, en tout cas une dose de proportionnel. Je voulais grosse dose, parce que si vous mettez 10% des députés à la proportionnelle, une grosse dose quand même. 20% comme en Italie, ça marche pas mal, avec sur liste, c'est pas mal. Je voulais revenir sur ce que disait Pascal, il avait tout à fait raison sur il faudra tenir compte du nombre. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on sait très bien
c'est que Emmanuel Macron, à peine réélu, n'en tiendra pas compte. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi le Emmanuel Macron, qui à 22h39 oublie qu'il a fait roi d'une façon incroyable en 2017, marche dans la cour du Louvre, si vous voulez, dans les pas du premier consul. Pourquoi cet Emmanuel-là, Macron-là, serait différent? On ne change pas. Je veux dire, nous allons faire les analyses du vote, bien sûr. Mais tant que Emmanuel Macron n'aura pas, c'est un homme politique, un rapport de force, je pense qu'il aura vraiment oublié qu'il a été élu, peut-être écrac. Au contraire, il en fera un argument en disant seule la victoire est belle, parce qu'avec sans péril, on triomphe sans gloire. La seule rapport de force que peut mettre aujourd'hui l'opposition, c'est de faire des législatives hors du commun. Et c'est-à-dire que la gauche s'entende, la droite, je sais pas, comme dit Lydia, c'est tellement compliqué, je vois pas comment. Mais en tout cas, on fait de la politique. Emmanuel Macron, comme tous les politiques, ne comprend que le rapport de force. C'est-à-dire le romantisme, les analyses, et oh là là, c'est terrible, les Français ont le blues, ils n'ont pas été votés. Ils s'en foutent. La gauche est un boulevard. Non mais pour la proportionnelle, ça pose pas quand même question, non, parce que si vous avez un parti qui fait... ça sert à rien de se poser des questions, on le refera pas. Non mais c'est quand même important. Moi qui ai parcouru tous les territoires de ce pays, je serais plutôt favorable à une proportionnelle comme il y avait en 86, répartie dans les régions. C'est-à-dire qu'on répartisse dans les régions, parce que il faut quand même que les députés aient les pieds sur terre. Et on a vu pendant ce quinquennat que les députés LREM notamment étaient souvent hors sol. C'est-à-dire qu'on ne les voyait pas dans les circonscriptions, ils n'arrivaient pas à faire remonter auprès du gouvernement... c'est des novices. Oui, c'est des novices, mais ils étaient aussi hors sol. Alors c'est vrai que le cumul des mandats, on a beaucoup critiqué le député maire, mais enfin le député maire, il avait le contact direct avec l'électeur. Je pense que le député adjoint au maire peut aussi avoir le contact direct, ou le député qui fait véritablement son travail. Mais vous pouvez plus être député adjoint. Vous pouvez plus être député adjoint. Celui qui fait véritablement ses permanences et qui laboure son terrain peut aussi être en contact et faire remonter de manière professionnelle les attentes des Français et les difficultés. Moi, je pense que ça a été le casting qui a été parfois un petit peu... pas à la hauteur, on va dire. Oui. Céline Pina, et après Romain Ben David, parce qu'il y a une information qui va être intéressante. Céline Pina. Peut-être pourrait-on quand même rappeler un des gros problèmes de la proportionnelle, c'est surtout le scrutin de liste. Et très souvent sur les listes, ce sont des vraies primes aux apparatchiks et parfois des primes à la médiocrité qui sont quand même un peu ennuyeuses. On aurait quelque chose qui nous permettrait de changer complètement le système, mais ça demanderait énormément de courage et je pense que ça ne se fera jamais. Ce serait de dire simplement, imaginez que vous ayez plus de 50% d'abstention, ce qui arrive aujourd'hui, eh bien, vous annulez les élections et les gens qui ont été candidats n'ont plus le droit de se présenter sur cette élection-là, puisqu'ils n'ont pas su capter l'attention des citoyens. Vous faites ça, non seulement vous renouvelez le personnel politique, mais vous obligez les partis à un effort dans la sélection et à trouver des gens qui sont à la fois capables de toucher leurs contemporains et capables de porter quelque chose de fort. Voilà ce qui changerait vraiment. La proportionnelle, ça risque d'être une prime à l'apparatchik qui risque de ne pas renouveler énormément notre personnel politique. Bien sûr. Oui et non. Oui, Françoise Degois veut réagir. Oui, non, parce que moi je suis d'accord. Vous savez, vous avez des systèmes, un pays que je connais bien, où j'ai vécu, qui est Israël par exemple. Vous savez très bien que la proportionnelle intégrale, ça garantit la représentation. Pour faire un gouvernement, c'est compliqué. Mais c'est le boxon général. Vous avez en Italie, ça marche pas si mal, contrairement à, parce qu'on a toujours une tendance à moquer les Italiens, mais ça marche pas si mal. Il y a une petite part de proportionnelle, ça change tout le temps. Il y a une part de suffrage direct, donc il faudrait en Allemagne aussi, il faudrait arriver à trouver une sorte de panachage. Mais moi, je suis quand même pour qu'on fasse respirer la démocratie. Honnêtement, vraiment, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Céline. Même si j'aime beaucoup ce que vous faites, je ne suis pas d'accord. Mais alors, justement, les dernières questions, il nous reste... Non, mais on a une info de chiffres. On a une information qui est intéressante. Romain Ben David, on va en parler. Oui, simplement pour dire que ça se resserre encore entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Nous, on reste sur 2 points d'écart, mais d'autres instituts, si on est transparent, sont sur 1 point, 1,5 point. Voire même moins pour un institut 0,8 a priori. Alors, nous, on reste sur 1,5 d'après tout ce qu'on observe. Donc, a priori...
Bon, normalement, Marine Le Pen est au second tour, mais restons prudents jusqu'au bout. 0,8, ça fait. Il y a 48,7 millions d'électeurs. 0,8, ça fait. Est-ce que vous pensez qu'il peut être au second tour? On peut se réveiller avec un Jean-Luc Mélenchon au second tour? Je pense que c'est la question que se posent les auditeurs. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de se dire, ça serait. Et alors, bon, l'électorat de Marine Le Pen, c'est celui-là que Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce serait Romain Ben David. C'est jamais arrivé. L'abstention est tellement élevée que de toute façon, oui, peu d'électeurs peuvent faire varier la balance. Donc c'est possible, d'autant qu'on attend aussi le vote des Français, de l'étranger. Oui, il est écrasant pour. Alors non, il est écrasant pour Macron, en tout cas, l'Amérique du Nord, mais il est très bon pour Mélenchon et surtout Marine Le Pen est quasiment inexistante en réalité. Moi, j'ai vu tous les trucs. Philippe Bilger. Ça conclurait une présidentielle complètement dingue. Philippe Bilger, je vais vous poser une question indiscrète. Demain matin, vous vous réveillez, vous allumez Sud Radio, vous entendez le deuxième tour, opposera Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous réagissez comment? Eh bien, je me dis qu'au moins le débat du second tour opposera deux visions totalement antagonistes de la France et du monde. Ça serait extraordinaire. Et d'une certaine manière, je trouverais cette démographie plus cohérente. Ça vous paraît plausible qu'il y ait une remontada? On va appeler ça comme ça. Écoutez, moi je crois qu'on s'est tellement planté avec l'abstention. Non, mais je mets pas ça sur le dos des sondeurs. Ce pays est insondable. Après, j'aimerais y croire parce que je pense que ça serait extraordinaire au sens premier du terme. Le débat Macron-Mélenchon, il y a beaucoup de gens qui en ont rêvé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont allés voter aujourd'hui uniquement pour ça, pour pas avoir Le Pen, mais pour avoir gauche-droite en fait, pour retrouver un débat gauche-droite, pour retrouver un débat sur le pouvoir d'achat, le social et la vision du monde. Bon, je ne suis pas certaine que mes désirs soient des réalités. Une info. Alors, en tout cas, Jérôme Fourquet, qui est le maître des enquêtes chez nous dit que nous, on maintient, côté IFOP, on maintient cet écart d'à minima 1,5 à 1,5, ça fait 600 000 voix, un peu plus de 600 000 voix. Là, ça paraît difficile. C'est pareil qu'il y a. En 74, ça s'était joué très proche entre Giscard et Mitterrand, mais la participation était beaucoup plus. Jean-Luc Mélenchon avait raté le second tour à 600 000 voix. 600 000 voix. Bon. Lydia Guirous, pour vous, c'est plié? Le deuxième tour, on le connaît déjà ou il peut y avoir un changement pendant la nuit? Je pense que ça semble très difficile qu'il y ait un changement pendant la nuit. Je vous donne rendez-vous demain matin pour voir si on a une bonne, pour Françoise, une bonne surprise, une mauvaise pour moi. Non, ça vous obligerait à voter Macron, c'est dur. Ce qu'on peut dire, c'est que en 2017, les partisans de Jean-Luc Mélenchon en voulaient beaucoup à Philippe Poutou et à Benoît Hamon. Les électeurs de Benoît Hamon n'auraient sans doute pas voté Mélenchon, mais là, par contre, ils auront des raisons d'en vouloir à Fabien Roussel. Parce qu'en effet, là aujourd'hui, on peut conclure que sans Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon était haut la main au second tour. Voilà. Mais en même temps, il y avait quand même une Fabien Roussel a apporté beaucoup à la campagne. Céline Pina. Il a apporté s'il vous plaît. Il y avait une vraie différence dans ce que portait Fabien Roussel pour le coup. Qui à un moment donné, on a vu, par exemple, on a vu, il y avait quand on a regardé les images de Jean-Luc Mélenchon s'exprimer, vous aviez au premier rang notamment des gens qui faisaient le signe des frères musulmans, par exemple. Cette dimension-là, chez Mélenchon, les soutiens de tous les islamistes de tout poil, jusqu'à Annie Ramadan qui allait faire un tweet pour expliquer qu'il fallait aller Mélenchon. Non, arrêtez ce cinéma. Non, Céline, regardez le vote. Vous racontez n'importe quoi. Regardez le vote. Malheureusement, non, mais je connais. Mais ça, c'est vraiment la malveillance. Moi, j'ai regardé la carte de France. Non, malheureusement, mais je connais. Ce sont des faits. Mais et les faits, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il reste 30 secondes. 30 secondes, juste, il faut regarder la carte. Fabien Roussel a fait des voix, j'ai regardé quelques communes, La Grand-Combe, Saint-Pierre-des-Corps, qui sont de vieux fiefs communistes, où l'électeur communiste avait voté Mélenchon il y a 5 ans, et là il a voté Fabien Roussel par discipline historique, et oui, un peu parce qu'il a parlé un peu à la France des barbecues, ce que ne faisait pas Jean-Luc Mélenchon. Mais très clairement, il manque à Jean-Luc Mélenchon les voix de Fabien Roussel pour être au second tour. Verdict, merci beaucoup Céline Pina. Ça va continuer les chaises musicales. On va retrouver Adrienne Bretons dans quelques instants. Verdict sur Twitter pour ce premier débat.
Marine Le Pen peut-elle battre Emmanuel Macron? Vous êtes 79,2% à dire oui. Tout de suite, elle nous rejoint. C'est une des vraies voix aussi, Caroline Pilastre, qui est avec nous en studio. Notre second débat qui commence dans quelques instants. Romain Ben David reste évidemment avec nous. Pascal Jalliabar aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo peuvent-ils se remettre de cet échec? Et vous êtes 68,2% à dire non. On se retrouve tout de suite pour débattre.